Bonjour, alors on m'a demandé de parler en 10 minutes de l'enjeu de l'unité bretonne et de la réunification. Je vais procéder en 3 parties, en posant d'abord l'enjeu. Est-ce que finalement la Bretagne est désunie? Puisque l'on parle bien de réunification bretonne, or ce n'est pas si évident. Deuxième point, ce sera de voir un peu l'historique de ce souci. Et le troisième point, ce sera de voir les atouts permettant de fonctionner sur une Bretagne pleine et entière. Alors d'abord, la réunification, c'est quoi? Alors c'est une demande en fait d'intégrité territoriale et finalement de mise en cohérence d'une Bretagne. Le souci aujourd'hui, c'est que finalement on a plusieurs Bretagnes. D'un côté, on a une Bretagne administrée, c'est-à-dire une Bretagne à 4 départements selon la loi, avec un découpage sur lequel je reviendrai, mais qui est effectif aujourd'hui, un conseil régional avec très peu de pouvoir, puisqu'il faut savoir que la région Bretagne a 1,4 milliard de budget seulement, c'est inférieur à Rennes et Rennes Métropole. Ensemble, ils ont un peu plus de budget, c'est un peu supérieur à un département, mais c'est 32 fois inférieur à l'Écosse, donc on a un embryon de structure régionale. Il faut bien comprendre aussi, c'est que cette région administrative est doublée par une préfecture, c'est une originalité européenne, on a aussi une région préfectorale, et donc 4 départements bretons, et l'État a choisi un découpage sur une partie seulement de la Bretagne. Alors que de l'autre côté, il y a en fait une Bretagne qui est, au plan juridique par exemple, la Cour d'appel de Rennes a été créée en 1804 et elle est déjà sur l'ensemble de la Bretagne, sur 5 départements. Même Rachida Dati avait essayé d'enlever ça, elle n'y est pas parvenue, donc les avocats se sont mobilisés, y compris notamment ceux de Saint-Nazaire et de Nantes, et donc c'est toujours, la justice est toujours les juges, les avocats, etc., les notaires, tous les notaires qui ont choisi l'appellation notaire et breton récemment, pour ne plus être des notaires de l'Ouest, mais affirmer l'identité territoriale qui est porteuse, eh bien, ils sont sur l'ensemble de la Bretagne. De la même façon, on a toute une série de structures associatives qui se sont créées, évidemment, d'emblée sur l'ensemble de la Bretagne. Encore, la charte culturelle du 4 octobre 1977 valide toute la culture, l'identité, donc sur l'ensemble de la Bretagne et les 5 départements. On a encore des dynamiques économiques, par exemple Produit en Bretagne, qui est créé en 1993 et qui regroupe aujourd'hui c'est près de 500 entreprises avec près de 120 000 emplois, avec le logo bien connu du petit phare. Il est d'emblée, il est sur l'ensemble de la Bretagne. Et je pourrais démultiplier, mais 2 autres exemples, si vous permettez, c'est par exemple l'association numérique .bzh qui s'est créée dans ses statuts sur l'ensemble de la Bretagne et avec donc un nom de domaine numérique qui a été classé 4e au niveau de la sécurité au plan mondial. Pourquoi? Parce que c'est une petite communauté, parce qu'ils sont très vigilants avec des partenariats à la cyberdéfense pour éviter les cyberattaques. Également, c'est une petite communauté, donc moins un peu la cible, avec une identité claire sur l'ensemble de la Bretagne aussi. Et un autre exemple assez intéressant, c'est le tourisme, puisque on a beau parler des Pays de la Loire, etc., ils ont réalisé des enquêtes dans le pays de la Baule, Guérande, en demandant aux gens qui venaient, 1200 personnes, où êtes-vous en vacances? Tout le monde disait au Pouliga ou au Croisic ou à Nantes qu'ils étaient en Bretagne, et donc ils ont décidé de choisir l'appellation Bretagne Sud, et non pas évidemment Pays de Loire l'Ouest ou je sais pas quoi, qui n'aurait pas parlé aux gens. Et le tourisme est en train de basculer en fait également sur l'ensemble de la Bretagne, pour plus d'attractivité, pour plus de marketing, etc. Tout ça pour dire qu'on a aujourd'hui une ambivalence. Il y a une Bretagne administrée, 4 départements, et il y a une Bretagne qui va de soi, dire que la Loire-Atlantique, le château des Ducs de Bretagne, la Tour de Bretagne, etc. ne sont pas en Bretagne, dire que Faye de Bretagne, Meyrey de Bretagne, Sainte-Reine de Bretagne, Montoire de Bretagne, qui sont toutes des communes de Loire-Atlantique, ne sont pas en Bretagne, c'est quand même un problème. Et finalement, on a une évidence Bretagne, et de l'autre côté,
un bout de Bretagne administrée qui est uniquement à 4 départements et qui explique les soucis actuels. Soucis actuels parce que les gens ne parlent pas tout à fait du même territoire et la stratégie maritime est problématique aussi, donc c'est un enjeu majeur. Donc, deuxième partie, comment essayer de comprendre l'existence de ces deux Bretagnes. D'un côté, une Bretagne administrée, de l'autre côté, la Bretagne. En fait, d'abord, il faut revenir à la Révolution, puisque c'est la Révolution qui, pendant 156 ans, supprime le mot même de Bretagne. La Bretagne n'existe plus. Et on remarquera que, par ailleurs, d'autres régions n'ont pas survécu, comme la Guyane, par exemple, ce sont des mots de territoire qui ont été oubliés. Or ici, avec l'originalité des Bretons, des Bretonnes, des langues, des cultures, des danses, etc., au contraire, ça s'est maintenu. Donc on a d'abord une suppression, pure et simple. La Bretagne compte 5 départements. Voilà le décret, le 4e des décrets, paraphé par Talleyrand en 1789. Et les gens commencent à parler des 5 départements de la Bretagne, ce qui explique aujourd'hui une demande paradoxale. Les gens demandent un 5e département à une Bretagne qui n'en compte plus que 4. Puisqu'après, en fait, toute la logique de l'État, c'est aussi de casser cette péninsule, de casser la puissance de la Bretagne, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de régions, avec un fonctionnement très départemental. Et ce n'est que très progressivement, pour essayer de résoudre les problèmes de la taille trop petite des départements à partir de l'essor du chemin de fer, de grandes régions économiques, qu'on commence à avoir de la Bretagne qui réapparaît, mais finalement dont on ne veut pas qu'elle soit trop puissante. Ainsi, on va avoir en 1919 des régions clémentelles, qui sont des regroupements de CCI, renouvelés en 1938 avec l'apparition pour les CCI du mot Pays de la Loire, qui est intéressant, il date de 1938. Puis après, on va avoir, grâce au combat des Bretons et du Célib, toute une bagarre pour obtenir une dynamique de régionalisation à partir de la Bretagne, qui va vraiment manquer de peu d'être sur 5 départements, mais qui va conduire donc à des programmations d'action régionale, le décret Fimelin de 20 juin, donc 1955, puis après aux circonscriptions d'action régionale avec Debré qui serre les vis de tous les côtés en 1960, puis après au fameux CODER, Commission de développement régional, toujours sur 4 départements, avec un rôle des préfets énorme. Et c'est ce découpage-là qui est issu notamment de 1941 et des fameux du décret d'Arlan, du décret préfectoral qui avait finalement, on avait 2 Bretagnes en 1941. Il y avait une qui avait été créée avec le Conseil national où il y avait la Bretagne, le Val-de-Loire et la Normandie, et une autre créée par les préfets qui l'a emportée, où on avait un découpage notamment en lien avec l'occupation, où donc la Bretagne ne comptait 4 départements. Et cette inertie de la Bretagne se poursuit donc jusqu'en les fameux CODER, puis après en 1972 c'est reconduit, les établissements publics régionaux, puis après on a les lois de fer 82, c'est encore reconduit, jusqu'en 2014 où on a la nouvelle loi là, qui est décidée et où rien ne change. Et on a donc cette inertie d'un découpage donc, français, avec un préfet, le rôle d'un préfet qui est énorme dans cette région Bretagne. Aussi, on a presque un doublon régional avec les préfets, et finalement un embryon de pouvoir très faible. Par rapport à ça, on a à l'inverse toute la mobilisation des Bretons. Dès les régions clémentelles, on a le marquis de l'Estourbillon qui avait créé l'Union régionaliste bretonne en 1898 qui se manifeste. On a donc des géographes, notamment, qui en 1920 disent que ce découpage n'est pas possible. Puis après, on a les premières mobilisations qui apparaissent avec le découpage, donc le décret d'Arlan et de Vichy, là, en 1941. On a des Nantais qui se mobilisent tout de suite. Puis la première mobilisation, on a des vœux de la Loire-Atlantique pour le découpage en 1972 qui disent non, c'est pas possible, on veut rester breton. Première manifestation a lieu à Tategnac en 1973, on a 200 personnes qui disent mais c'est quoi ce bazar. Puis les manifestations, la mobilisation populaire pour unir la Bretagne, pour que l'administration se cale sur la réalité vécue, ne cesse de croître, avec jusqu'en 2014 30 000 manifestants à Nantes et une mobilisation populaire extrêmement forte qui, je crois, marque bien ce qu'est l'importance du mot Bretagne chez les gens. C'est un mot qui n'a pas beaucoup de puissance politique, et Paris fait tout pour qu'il n'en ait pas, mais il représente quelque chose chez les gens. Et donc, la Bretagne, voilà, ça ne se négocie pas. C'est une entité, c'est un territoire.
sur l'ensemble de la Bretagne, et les gens souhaitent au moins qu'on respecte cette parole. Pourquoi ? C'est ce que l'on va voir dans une troisième partie. Troisième partie, pourquoi c'est essentiel ? Eh bien, pour plusieurs raisons, au moins 6. D'abord, à l'échelle des gens. La parole des gens est essentielle, et quand les gens viennent ici, que ce soit à Nantes, dans le Finistère, ils disent essentiellement qu'ils sont en Bretagne. La Bretagne est un mot qui rassemble, un mot important, et différentes enquêtes ont montré qu'en Loire-Atlantique, il y avait 50, 60, 70% des gens, ça dépend des sondages, qui restent favorables, qui se sentent plutôt bretons, même s'ils n'en voient pas l'importance. Donc, premier élément clé, donner au territoire une appellation en correspondance avec ce qu'il est. Compliqué aujourd'hui de dire que le château des Ducs de Bretagne n'est pas en Bretagne, que Montoire de Bretagne, Sainte-Reine de Bretagne, Feille de Bretagne, qui sont des communes de Bretagne, sont dans les Pays de la Loire. Enfin, on n'y comprend plus rien. Donc revenir à quelque chose de simple, de cohérent pour les citoyens, c'est le premier élément qui est central. Deuxième point, c'est aussi répondre à une aspiration populaire, c'est-à-dire que c'est une considération sociale. Ces gigantesques manifestations. La Normandie a été réunie avec 60 personnes sur le pont, sans rien demander de plus. La Bretagne fait un peu peur et Paris s'en méfie. En réalité, cette Bretagne puissante est demandée clairement et calmement par les gens depuis maintenant plus de 50 ans. Et ce serait bien d'écouter un peu les revendications populaires avec des mouvements intéressants, Braille 5 sur 5, mettre des panneaux, essayer de démultiplier les signes. Voilà. Et puis Nantes choisit de plus en plus son identité bretonne, y compris pour rayonner à l'international. Le tourisme aussi, j'en ai parlé. Donc il y a une légitimité sociale et une envie de Bretagne qu'il s'agit de faire apparaître. Troisième point, bien entendu, c'est les éléments économiques qui sont essentiels. Au niveau des transports, d'abord, on a réalisé plein d'erreurs liées à la scission de l'actuelle Bretagne. Puisqu'en effet, quand on regarde par exemple le tracé du TGV, on a eu deux villes se battant pour deux projets. Nantes voulait son aéroport alors que Rennes voulait donc son TGV. On sait aujourd'hui qu'une infrastructure performante doit associer les deux. Et l'ensemble de la péninsule, ayant négocié une infrastructure majeure s'il en était besoin, aurait eu quelque chose de beaucoup plus performant que ce qui a été réalisé. De la même façon, depuis que la Bretagne est à 4, on a coupé son ouverture maritime. Et certains disent « Ah bah oui, mais si Nantes va se rajouter à Rennes, ce sera l'Est de la Bretagne qui sera encore plus puissant. » Non, parce qu'en fait, on a des possibilités d'avoir justement une ouverture maritime. Et quand on regarde l'histoire de la Bretagne, c'est depuis qu'elle est administrée que la Basse-Bretagne s'est marginalisée. C'est-à-dire qu'on a en fait une sorte d'angle qui débouche sur Rennes, après ça va vers Paris, ou Nantes vers Paris. Et on a complètement oublié, ou très largement oublié, d'aménager la péninsule dans son organisation propre, avec des liens nord-sud, entre Quimper et Brest, etc., qui s'associent à des liens est-ouest, de façon à avoir une péninsule fertilisée par la mer, avec du cabotage aussi, ou du micro-cabotage, redécouvrant la dynamique maritime de la Bretagne. L'économie aussi, c'est une marque puissante, comme le montre Produits en Bretagne. Et là, effectivement, la Bretagne à 5, elle sera plus puissante, y compris pour négocier des aménagements avec Paris, donc adaptés à son originalité géographique, territoriale, culturelle, etc. Donc, économie, marketing, puissance des entreprises, logique de marque, ça c'est un point qui me semble important. Avec après, bien entendu, l'unité bretonne, c'est aussi la politique et la gouvernance. Et donc, 5 départements, c'est plus fort qu'une région à 4, c'est 5 millions d'habitants, donc ça devient parmi les pays, entre guillemets, beaucoup plus peuplés que d'autres États européens. Et il y a là, évidemment, un potentiel de puissance, de négociation pour peser afin d'avoir plus de délégations, voire de prendre davantage de pouvoir, d'éviter que beaucoup d'impôts ou trop d'impôts aillent sur Paris, comme c'est le cas aujourd'hui. Les Basques, par exemple, 92% des impôts payés par les Basques reviennent au Pays Basque. On n'a que 8% pour l'État, pour les routes ou pour l'armée.
Nous, en Bretagne, on a quasiment tout repart vers Paris, et après on a des systèmes de délégation complexes dans lesquels le niveau de financier de la région est extrêmement faible. Donc il y a aussi un enjeu politique là-dedans. Enfin, dernier point, c'est bien entendu l'enjeu de la cohérence culturelle qui est capitale et de l'identité. Aujourd'hui, on est vraiment dans une incompréhension complète. Des gens parlent de la Bretagne, d'autres de la Bretagne ministrée, d'autres de la Bretagne historique, alors que ce n'est pas historique, c'est un enjeu de société. Certains même vont jusqu'à parler d'un grand Ouest. Alors là, l'Ouest, il y en a partout, il y en a nulle part, c'est une véritable catastrophe. On a un nom, il veut dire quelque chose. Il y a une Bretagne avec des Bretons, des gens qui vivent en Bretagne, des gens qui y passent, des gens qui y viennent, des Bretons de passage. Le mot Bretagne est un des plus notoires et créer de la cohérence sur cet ensemble est aujourd'hui un enjeu tout à fait fondamental.